Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler des XG, des Expected Goals. Cette petite statistique qui est de plus en plus populaire et qui prend de plus en plus d'importance, on va essayer de la définir, de voir les aspects positifs, négatifs, les aspects historiques et de donner une analyse et voir si on ne peut pas aller plus loin pour trouver d'autres statistiques qui seront plus intéressantes pour nous les fans de foot et aussi pour les entraîneurs. Donc les Expected Goals, ça vient un peu d'un contexte où les statistiques sont de plus en plus importantes. Et ça vient un peu des jeux vidéo où à l'époque, quand on jouait à FIFA ou à PES, on allait vite regarder les notes de nos joueurs préférés pour voir s'ils étaient aussi forts dans la réalité que dans le jeu vidéo. Et ensuite, on a eu une vraie révolution par rapport à ça avec la saga des Football Managers, où là, c'était vraiment la fête du slip, j'ai envie de dire. On avait les données de tous les jeunes joueurs, la D1, la D2, et on s'amusait à dénicher des petites pépites. Et parfois, ces joueurs, ces petites pépites sur FM sont devenus des bons joueurs en vrai. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rigolo qui a son importance dans le scouting. Alors l'histoire des expected goals, ça vient des années 50, où un comptable anglais du nom de Charles Rip prône le jeu direct avec des passes directes pour aller le plus vite possible devant le but. Il s'est rendu compte que moins il y avait de passes, plus on marquait de buts. Donc ça prenait un jeu très très direct. Ça correspond bien à l'époque du kick and rush des années 50-60 où on balançait une brique et les mecs couraient pour essayer de marquer. Donc c'est une analyse qui est un peu datée mais qui a le mérite d'exister. Et ensuite, il va falloir attendre les années 2000 où Ted Knutson, un analyste anglais avec son site StatBomb, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, va commencer à développer ça avec son équipe. Et c'est une statistique qui était utilisée beaucoup dans le sport anglais, dans le sport américain. Ça vient notamment du hockey sur glace, où les scores sont un peu similaires au foot. Vous avez des 2-2, 1-1, 3-1, 4-3. On a un peu des scores similaires au foot. Alors ceci dit, il faut faire attention parce que le hockey c'est du 6 contre 6, c'est en indoor, il n'y a pas les conditions météo, le but est plus petit. Donc c'est un peu compliqué de comparer les deux sports. Le but est beaucoup plus petit. Au hockey, le but il fait 1m80 sur 1m20, je crois. Le gardien a tout un attirail de protection. Il y a beaucoup plus de contacts. C'est pas le même rythme, donc il faut faire un peu attention. Mais c'est quand même intéressant à appliquer au football. Donc ce monsieur, Ted Knutson, il est devenu analyste pour Midtjylland et Brentford. Ensuite d'autres clubs, je crois, mais je sais plus. Donc là je mets une petite photo. Voilà, c'est ce monsieur qui a vraiment amélioré le modèle des expected goals. Donc en France, nous on n'avait pas trop ça. En France, on avait des équipes qui s'occupaient des statistiques. Je pense notamment à Optagent, qui doit avoir un compte Twitter, je pense, qui donnait quand même des statistiques bien détaillées. Donc la définition, alors j'ai regardé les expected goals. C'est le nombre de buts que l'équipe est supposée inscrire ou concéder selon certaines positions. Donc ça, c'est la définition officielle. Donc on va voir que c'est une définition qui a un impact à la fois individuel et collectif. On va voir si c'est plus intéressant de l'analyser individuellement ou collectivement. Et pour ça, on va regarder dans un premier temps les zones de tir où on a le plus de chances de marquer. Donc, on va vite se rendre compte avec ce petit schéma qui est assez logique en somme, que plus on est près de la surface, plus on est dans la surface, plus on a de chances de marquer. C'est assez normal, j'ai envie de dire, assez rare de marquer de 60 mètres. Mais ça montre quand même une chose, qu'il y a très peu de frappes de loin. La mort, est-ce qu'on va vers la mort de la frappe de loin ? J'aimerais bien avoir les XG des équipes qui tirent de plus loin. Si quelqu'un a ça serait cool de mettre un lien ou d'en parler dans les commentaires. Donc ça, c'est le schéma des zones de tir. Alors, qu'est-ce qui prend en compte ? Comment c'est fait tout ça ? C'est ça qui nous intéresse ici. Comment c'est fait ? Ça prend en compte la position du tireur, comme on le voit sur le schéma. Ça prend aussi en compte la surface du pied utilisé. Est-ce que c'est un plat du pied ? Est-ce que c'est un coup de pied ? Est-ce que c'est une tête ? Par exemple, la tête a un XG plus faible que le coup de pied. Ça prend aussi en compte l'origine de la passe. Est-ce que c'est une passe en profondeur ? Est-ce que c'est une passe dans les pieds ? Est-ce que c'est un 1-2 ? Ça prend également en compte la situation de l'attaque. Est-ce que c'est une attaque placée ? Est-ce que c'est un contre ? Est-ce que ça vient d'un coup franc ? Donc c'est une stat qui est plutôt cohérente, j'ai envie de dire. Il y a une corrélation entre les buts marqués et les XG, certaines.
Grosso modo, ça permet de voir, pour moi, ça permet de voir rapidement la forme d'une équipe sur 4-5 matchs. Si une équipe a un XG de 2 à domicile et qu'elle ne marque pas de but sur 3 matchs, on va se rendre compte qu'il y a un problème qu'ils ne mettent pas de but à domicile. Donc ça, on est déjà un peu dans l'analyse, quoi. C'est une statistique qui est assez simple à comprendre et qui est cohérente. Donc pour moi, ça vous montre surtout la capacité qu'a une équipe à se créer des occasions et aussi à concéder des occasions. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue politique, d'un point de vue collectif quand on est entraîneur. Et pour moi, ça permet de voir les temps de passage de l'équipe. Combien de buts on a mis à tel endroit, à tel moment dans la saison. Est-ce qu'on est bon? Par exemple, on devait être dans les 5 premiers. Est-ce qu'on est un peu en avance? Est-ce qu'on est un peu en retard? Ça peut aussi permettre à un entraîneur de voir les points à améliorer de son équipe. Ça permet aussi de voir les points à améliorer quand on est défenseur. Est-ce qu'on prend plus de buts côté gauche? Est-ce qu'on prend plus de buts côté droit? Est-ce qu'il n'y a pas un petit trou de placement là? Est-ce qu'il n'y a pas un retard de placement? Est-ce qu'un tel joueur rate pas sa relance? Donc ça, c'est assez intéressant à analyser d'un point de vue collectif. Pour moi, c'est vraiment intéressant d'un point de vue collectif. D'un point de vue individuel, on va voir les limites des expected goals. Qu'est-ce qui n'est pas pris en compte dans les expected goals? Ce que je voulais juste rajouter avant de parler des aspects négatifs des expected goals, c'est aussi d'un point de vue offensif, ça peut permettre à l'entraîneur de voir si son équipe est assez performante sur les phases de transition, sur les coups de pied arrêtés, si on attaque plus du côté gauche, si on attaque plus du côté droit, si on attaque plus dans l'axe, si on marque plus en transition, si on marque plus sur des attaques placées, sur des 1-2. Donc ça permet aussi à l'entraîneur de voir quels sont les aspects offensifs de son jeu à améliorer. C'était ça que je voulais rajouter. Et ça peut aussi t'aider, si tu es parieur sportif, à voir, comme je disais avant, avec la forme du moment, tel joueur, il a mis 2 buts à domicile en suivant, il est en forme en ce moment, je vais parier sur un but sur lui. Donc ça peut être aussi une idée d'utilisation des expected goals. Donc désormais, on va s'atteler à parler des aspects négatifs des XG. Alors, les expected goals, malheureusement, c'est une statistique qui est assez récente, qui est en cours d'amélioration et donc qui est perfectible. Donc on va voir un peu les aspects négatifs des expected goals. Alors ça ne prend pas en compte le déplacement des joueurs sans le ballon. Quand je vous dis ça, je pense à certains joueurs, certains attaquants notamment, qui ont une véritable science du placement, des attaquants qui se déplacent très bien entre les lignes, des attaquants intelligents. Je pense notamment à Firmino aux grandes années de Liverpool. D'ailleurs, ça sera intéressant d'analyser le jeu offensif de Liverpool, des trois de l'époque avec Firmino, Salah et Mané. Je pense aussi à Harry Kane, qui se déplace très bien aussi. Karim Benzema, donc ça, ce sont des attaquants très mobiles, très intelligents. Donc les expected goals ne prennent pas en compte le jeu sans ballon. Parce que oui, dans le foot, la plupart du temps, tu n'as pas le ballon. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Ensuite, ça ne prend pas en compte l'aspect irrationnel du foot. Qu'est-ce que j'entends par l'aspect irrationnel ? Parfois, quand tu as un match de foot, tu peux avoir le gardien qui sort le match de sa vie. Le gardien, il sort tout. Et là, on se demande ce qui se passe, et ça arrive. On a tous vu des matchs où le gardien, il a sorti un match à 9 sur 10, 10 sur 10, il a tout arrêté. Même avec des bons attaquants en face, des situations, le gardien arrête tout. Ça ne prend pas aussi en compte, dans cet aspect irrationnel, le carton rouge. Tu peux avoir une équipe qui prend un rouge, et là, les cartes sont complètement redistribuées. Ça peut changer complètement la physionomie d'un match. Ça ne prend pas en compte la blessure ou la forme. Alors, qu'est-ce que j'entends par blessure ou forme ? Un joueur de foot, c'est un compétiteur. Même un peu blessé, il va vouloir jouer. Donc, des fois, il y a des joueurs qui jouent, ils sont un peu blessés, ils sont un peu malades, on ne le sait pas, donc ils sont moins bons. Donc, ça peut faire baisser leur capacité à marquer des buts. Ça ne prend pas en compte aussi certains faits de jeu. Ça ne prend pas aussi en compte l'heure du match. Certains joueurs sont plus performants le soir, certains joueurs sont plus performants l'après-midi. Ça ne prend pas en compte aussi l'état du terrain. Alors, quand je veux parler de l'état du terrain, j'ai un très bon exemple. On va parler de notre bonne vieille Ligue 1. Là, j'ai regardé les statistiques après la 8e journée de Ligue 1. La saison 2022-2023, donc l'année dernière, après 8 journées de Ligue 1, il y a eu 243 buts. Donc cette année 2023-2024, après 8 journées de Ligue 1, il y a eu seulement 200 buts. Donc 43 buts de moins.
On peut imputer ça à l'état du terrain avec la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France. Les présidents de clubs le disent pas trop, mais ils sont pas trop contents avec leurs jardiniers. L'état du terrain affecte aussi la qualité du jeu. Il y a le rugby, mais ça peut être aussi des concerts, des festivals, des autres événements qui sont organisés dans les enceintes des stades, qui peuvent aussi nuire à la qualité offensive du jeu. Aussi un autre contre-exemple que je voulais donner, l'année dernière, 27e journée de Ligue 1, je parle de la Ligue 1 parce que c'est un championnat que je suis, 27e journée de Ligue 1 l'année dernière, Lille-Lyon, on a un Lille-Lyon, Lille avait un expected goal de 2,3, Lyon avait un expected goal de 1, et le match a terminé sur un 3-3 où Lyon a remonté 2 buts, donc le modèle de l'expected goal n'avait pas prévu une révolte lyonnaise et surtout un Lacazette en grande forme. Donc là, vous voyez que des fois, il y a des petites dissonances entre les expected goals et le score du match. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on s'embêterait. N'oubliez pas que dans le sport, il y a toujours cette notion de... On ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer dans le sport, et heureusement. Donc ça m'amène à parler de la notion de surperformer. L'année dernière, je lisais beaucoup d'articles à droite à gauche et on disait que des équipes comme Naples et Lens avaient tendance à surperformer. Alors la notion de surperformer, elle existe pour moi, mais faut voir combien de temps elle va durer. Sur combien de matchs on mesure cette notion de surperformance. Si tu surperformes 3-4 matchs, ok, c'est possible. Mais si tu surperformes entre guillemets toute la saison, que les autres ont stagné, c'est plus ou sont restés au même niveau, pour moi, c'est pas surperformer. C'est simplement que ton équipe a progressé l'an dernier. Lens, l'année dernière, ils n'ont pas surperformé, ils ont progressé depuis 2-3 ans. Pareil pour Naples, ils ont été champions, donc ils n'ont pas surperformé, ils ont juste progressé. Ils ont progressé dans le jeu toute la saison. Ça, c'est un progrès vraiment sur la durée. Donc, tout ça m'amène à me poser la question de comment se créent les occasions dans le football. Ça, c'est un élément très intéressant. Et pour ça, on va parler d'une autre statistique que j'ai trouvée sur un site. Le site, c'est Total Football Analysis. Je mettrai également le lien sous la vidéo. Et sur ce site, donc, il parle de la packing analysis. La packing analysis, c'est quoi ? C'est une statistique qui va noter l'utilité d'un dribble ou d'une passe qui va casser les lignes, ce qu'on appelle la passe laser. Donc ça, on va en parler après. Donc, la grande question du foot, comment se créent les occasions ? C'est ça qui va nous amener à parler de la packing analysis. Alors, on sait qu'il y a à peu près 25% des buts qui sont marqués sur coup de pied arrêté, sur coup franc, sur corner. Ensuite, on peut avoir des buts qui sont marqués sur une erreur défensive, notamment, je pense, au Chelsea-Liverpool du week-end dernier, avec la boulette du gardien de Chelsea et Declan Rice qui ne se pose pas de questions et qui marque. On peut aussi avoir des buts qui sont inscrits sur des transitions rapides, sur des contre-pressing, et notamment quand l'équipe a un contre ou récupère le ballon très vite. Ça, c'est des statistiques qui sont connues. Et ensuite, on a la statistique, la nouvelle, entre guillemets, c'est la packing analysis, qui permet de voir l'utilité d'un dribble ou d'une passe clé. Et pour ça, on va parler de ce qui s'est passé en Bundesliga lors de la saison 2020. On va regarder déjà les statistiques des équipes qui ont gagné les matchs. Donc les équipes qui ont gagné les matchs, toujours pour la Bundesliga en 2020, c'était les équipes, là vous voyez les stats, qui avaient plus de possession, qui ont gagné plus de duels, qui ont couvert plus de distance et qui ont tiré le plus de fois au but. Donc on voit que l'aspect physique est important par les courses à haute intensité. Si tu ne bouges pas, il ne va pas avoir de déplacement, il ne va pas avoir d'appel, il ne va pas avoir d'occasion, il ne va pas y avoir de mouvement, tu ne vas pas être dangereux. Donc si tu es statique, que tu ne cours pas, tu ne vas pas te créer d'occasion. Et ensuite, on arrive sur la packing analysis. On voit que les équipes qui ont gagné, dans 65% des cas, elles ont réussi des passes qui ont éliminé un opposant, en 65% des cas. Et dans 88% des cas, des passes ou des dribbles qui ont éliminé un défenseur pour créer ce décalage dans la surface ou près de la surface et justement marquer. Donc là, on va regarder sur le deuxième graphique, on va regarder ça pour les défenseurs. Donc toujours sur la Bundesliga de 2020,
On va regarder les défenseurs qui ont réussi le plus de passes clés. Il y en a 4, il y a Alaba, Hummels, Hübner et Stambouli. On va regarder en haut à droite. Donc Alaba, ça ce sont des statistiques sur 90 minutes. Alaba a quand même réussi près de 80 passes qui ont éliminé un joueur. Ça c'est incroyable. Et quasiment plus de 5 passes qui ont éliminé un défenseur. Donc ça c'est quand même des statistiques assez incroyables. Alaba, c'est un joueur très polyvalent, c'est un joueur qui est très précis, qui est fort jeu court, jeu long, qui peut jouer à tous les postes, c'est pas étonnant. Ensuite, on retrouve Mats Hummels. Mats Hummels qui a quand même réussi 70 passes qui ont éliminé un défenseur et aussi plus de 5 passes, 70 passes qui ont éliminé un joueur, et 5 passes qui ont éliminé un défenseur. Donc on voit que Hummels a quand même une bonne capacité à trouver des espaces, hein. C'est un joueur aussi intelligent. Ensuite, il y a Hübner, qui était à Hoffenheim, je crois, et Stambouli qui jouait à Schalke à l'époque, qui était formé milieu défensif à la base. Donc vous voyez que, quand même, pour Alaba et Hummels, quand même, sur un match, trouver 5 fois une passe qui élimine un défenseur quand on est défenseur, c'est quand même une belle performance, hein. Donc, ce sont des joueurs qui jouaient dans des équipes dominantes. Donc là, cette statistique, elle est vraiment importante, de voir la passe qui casse la ligne, qui crée une situation. Le parfait contre-exemple pour moi, là je vais parler des dribbles. Je pense à un joueur en Ligue 1, je pense à Maurice Bellé. Maurice Bellé, souvent il faisait des dribbles, mais qui aboutissaient à pas grand-chose, hein. Faut regarder ses stats, souvent il réussissait son crochet externe et il ratait sa passe ou il marquait pas, il avait des stats très faibles. Donc cette packing analysis, elle est très 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 intéressante. On voit aussi Upamecano. Et là, on se rend compte que, là, on est en 2020, donc Upamecano joue encore à Leipzig. Donc, on se rend compte que Upamecano n'était pas simplement un joueur costaud, bon dans les duels et un bon défenseur. On voit que Upamecano a réussi quand même plus de 60 passes qui ont éliminé des joueurs. Donc ça, c'est le jeu offensif de Leipzig qu'on retrouve quelque part. Et aussi des passes qui ont éliminé 3,5, bon là, c'est la stat, 3,5 défenseurs. Donc, c'est une stat qui est intéressante. Vraiment, c'est cette notion un peu qu'on retrouve de la passe laser. La passe laser, là je vais parler de milieu de terrain, on va retrouver ça chez Modric, Iniesta, Pirlo, des joueurs comme ça qui étaient capables de donner une passe qui va être très précise et qui va éliminer et qui va créer une situation. Donc ça c'est un peu une analyse, c'est une statistique, la packing analysis, qu'il va falloir surveiller de près et qui je trouve est très pertinente. Donc on voit que l'histoire de décalage, le décalage et l'élimination sont extrêmement importants. Voilà, là je suis allé un peu plus loin dans l'analyse. Je suis un peu sorti des expected goals, mais je pensais que cette statistique était intéressante à analyser. On n'en parle pas encore beaucoup en France de cette statistique. Donc je vais mettre les liens du site de Ted Notstone et StatBomb et le lien du site sur le packing analysis. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu technique vous aura plu. J'espère ne pas trop m'être embrouillé, parce que je ne suis pas un spécialiste de la data, mais je trouve que c'est un domaine intéressant à analyser. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis on va essayer de faire grossir le contre-pied, la chaîne. On a un petit club de foot pour l'instant, mais on va essayer de monter les échelons de YouTube ensemble. Voilà, salut à tous.